Bonsoir à tous. Je suis content de vous accueillir pour le jeudi du Saka sur construire en terre aujourd'hui et plus largement construire avec le sol. Thème qui est un peu dans la droite ligne des différentes conférences qu'on a mis en place avec l'équipe du Saka sur le thème de la transition écologique et puis aussi dans la continuité de la dernière visite de chantier qui a eu lieu à Magagnosc aussi sur donc un chantier de construction, etc. Et aujourd'hui, donc, nous avons un partenaire qui s'appelle Ecobati, qui est avec nous, donc négociant de matériaux écologiques et bien d'autres choses encore intéressantes. Je laisserai Madame Bassialon et Monsieur Ruiz nous présenter dans quelques moments leur société. Et nous avons deux intervenants, Frédéric Jonard, donc, qui est architecte et artisan. Donc, Frédéric est architecte de formation. Pendant ses études, elle a pu faire quelques pérégrinations en Amérique latine, entre l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie, le Mexique, et j'en oublie bien d'autres encore. Et puis, elle a travaillé surtout quelques années au Pérou, où elle s'est familiarisée avec tout ce qui est architecture vernaculaire et a commencé un peu sa pratique aussi de l'architecture en terre, conservation aussi du patrimoine. Elle s'est ensuite lancée dans un DSA à Cratère, à l'ENSA de Grenoble, pour se spécialiser en terre. Et aujourd'hui, elle a fait sa transition entre architecte et artisane à temps plein sur l'architecture en terre, enduit en terre, et un certain nombre d'interventions plutôt dans la région parisienne, il me semble, avec son agence qui s'appelle Terra Mano. Et elle nous en dira un peu plus dans quelques minutes. Et nous avons juste après Michel Régis. Michel Régis, donc, qui est architecte, installé à Nice, il me semble. Vous avez très tôt aussi eu cet intérêt pour le sol, faire avec ce qui existait sur place. Emmanuel, qui a organisé du coup cet échange, m'a dit que vous aviez construit votre agence et votre maison aussi avec les matériaux sur place, la terre, aussi une expérimentation en béton de Poudingue. Donc, on a hâte de vous entendre ensuite nous présenter tout ça et un peu ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans cette démarche atypique, mais ô combien finalement actuelle par rapport aux préoccupations qui nous habitent. Et dans les médias, je vais laisser du coup la parole à Madame Bassialon et Monsieur Ruiz pour nous présenter Ecobati. Donc, nous avons 10-15 minutes, un peu d'échange avec notre partenaire privilégié ce soir, et on enchaînera avec Frédéric, puis Michel Régis, et évidemment quelques minutes de débat après chaque intervention. Madame Bassialon, c'est à vous. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir et accueillir surtout Ecobati. Alors, pour raconter un petit peu l'histoire d'Ecobati, c'est une entreprise qui a été créée il y a plus de 30 ans en Belgique par un monsieur qui s'appelle Thierry Noël. Et Thierry Noël a une épouse qui a travaillé dans l'industrie chimique et qui a eu de nombreux problèmes, notamment à la naissance de ses enfants qui ont eu des problèmes de santé énormes. Et donc, il a décidé de passer à la construction écologique, à créer un espace écologique autour de lui, et notamment de commencer par sa maison. Et il a eu, il y a plus de 30 ans, de nombreuses difficultés à trouver des matériaux dans le commerce pour faire sa maison. Et donc, il a créé cette entreprise, Ecobati, où il a réuni, ayant lui-même en plus une formation de chimiste, il a créé son entreprise avec des produits qu'il a étudiés chez chacun des fournisseurs, qui soient soit biosourcés, soit de composition écologique, naturelle. Et donc, il a commencé dans un garage. Et petit à petit, il a eu du succès. Il s'est fait connaître auprès des particuliers, puis des entreprises. Et en Belgique, c'est devenu une assez grande entreprise, puisqu'ils ont créé 9 franchises en Belgique, puis une en Hollande. Et ensuite, nous nous sommes rencontrés. Moi-même, j'ai été sollicité par des entrepreneurs
ici à Monaco qui avaient des problèmes avec des problèmes de santé et d'allergie, notamment chez les peintres, et qui m'ont dit, toi qui fais du commerce international, est-ce que tu ne peux pas nous aider à trouver quelque chose? Et donc, j'ai trouvé Ecobati, et je suis allée les rencontrer en Belgique, et j'ai été époustouflée par ce qu'ils faisaient. Et donc, ils m'ont proposé de faire une franchise en France, dans le sud de la France, et nous avons été leur première franchise en France. Puis Monaco, mais Monaco, c'est plus un bureau administratif parce que nous n'avons pas la place, vu le prix du mètre carré à Monaco, de mettre un entrepôt et un showroom. Et donc, nous l'avons créé pas très loin de Monaco, à Contes, dans un endroit qui nous permettait de faire du stockage, notamment du stockage très volumineux de tout ce qui est isolant biosourcé. Donc, cette aventure a démarré depuis 5 ans à Ecobati Contes. Et ça n'a pas été facile au début parce que les entreprises ont leurs habitudes et il a été très difficile d'imposer certains produits ou de les faire connaître d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas, et puis parce qu'il y a des mises en œuvre qui sont tout à fait particulières sur certains produits et ça change les habitudes des entreprises. Au début, on a des clients qui sont surtout des écologistes purs et durs et qui sont des particuliers. Et puis après, petit à petit, on essaye de passer ces produits chez les entreprises, mais ça se fait très doucement. Et nous avons pu quand même, ces quelques dernières années, avancer beaucoup, premièrement grâce à BDM, qui est très important et qui, donc, ces projets BDM pour obtenir les médailles d'argent, d'or ou de bronze, permettent quand même d'utiliser les produits biosourcés. Et puis, la pandémie Covid-19 a fait que beaucoup de gens se sont tournés petit à petit vers l'écologie. Il y a eu une espèce de prise de conscience où maintenant les gens demandent ces produits-là. Donc, nous sommes à Contes et nous sommes, je crois, nous avons la particularité d'être le seul magasin dans la région à proposer que des produits écologiques. Nous avons 3000 références et dans plusieurs thèmes qui touchent plusieurs professions. On s'adresse à des peintres, on s'adresse à des couvreurs, à des charpentiers, on s'adresse à des plaquistes, on s'adresse à un petit peu tous les métiers du bâtiment. Nous avons des solutions pour eux, même pour les étanchéités de toit, etc., avec de l'EPDM, beaucoup de produits. Donc, ce que je vais faire, je vais voir si mon collaborateur, Monsieur Renaud Ruiz, Je suis là. il est là. On peut partager peut-être le site internet d'Ecobati. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à partager mon écran? C'est autorisé, donc vous avez juste à cliquer sur écran partagé. Voilà, parfait. Voilà. Alors, attendez, parce que là, j'ai des choses. Je voulais aller là, voilà, sur le site. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Oui. On voit très bien. Voilà. Donc, Ecobati est sur la départementale 15 à Contes, en bord de route, très accessible. Et nous avons un showroom qui expose des stands avec tous les produits et un petit peu les mises en œuvre par stand des produits. Alors, on va aller sur nos articles. Voilà, que nous avons présenté sur notre site, donc pour la peinture, pour tout ce qui est pour les peintres, pour les cloisons et doublages, pour les revêtements de sol, pour les charpentes, pour les isolations thermiques, pour les isolations acoustiques, les enduits et les outillages. Donc,
Renaud, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir. Certains d'entre vous connaissent déjà une partie des produits, ce que j'ai vu. On propose une large gamme de produits écologiques et naturels, ou du moins ce qui se fait de plus écologique et naturel, puisqu'on reste dans le bâtiment et on est quand même limité à des contraintes du bâtiment. Il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne, il faut que ça tienne dans le temps. Il faut que ce soit aussi intéressant financièrement pour tout le monde, ce qui regroupe pas mal de critères. Pour les peintures, on a des peintures qui sont à 99,5% naturelles, à base d'argile principalement, qui sont très standardisées aujourd'hui. C'est un produit où ça fait plus de 30 ans en Allemagne, notamment, et en Belgique, qui sont utilisés et appliqués, où on a les nuanciers universels dans lesquels on peut teinter dans nos machines et dans d'autres machines. Donc ça reste quand même quelque chose de très standardisé et utilisable dans la majorité des chantiers. Nous avons aussi toute une gamme d'enduits préparatoires, sans solvant, des peintures également pour le bois, des lasures, des vernis, tout ce qui est finition à appliquer au rouleau ou au pinceau existe aujourd'hui en écologique et en produits naturels. C'est pas forcément une obligation que ce soit lié. Et aujourd'hui très performant avec du recul pour cette gamme. Ensuite, concernant les cloisons et doublages, aujourd'hui, on propose différents systèmes, notamment les systèmes d'isolation thermique, avec des produits tels que de la laine de bois, de la paille de riz, du chanvre, également du liège. Ces produits-là, au-delà du côté écologique et naturel, sont souvent bien plus complets et performants que des produits traditionnels, tels que la laine de verre ou le polystyrène, par exemple, de par leurs caractéristiques techniques. Ça reste des produits qui sont dans l'ensemble un peu plus chers, mais l'écart vraiment s'amoindrit de jour en jour. Aujourd'hui, une laine de bois arrive à peu près au prix d'une laine de roche pour des qualités supérieures, des propriétés que que les nouveaux bâtiments ont besoin, et ce qu'on demande de plus en plus également grâce aux nouvelles réglementations thermiques, avec la présence du bois dans le bâtiment pour abaisser les bilans carbone. Vous avez aussi la ouate de cellulose qui est un produit qui est très ancien mais qui reste très performant et écologique, qui a été aujourd'hui un peu plus standardisé que pratiquement tous les gros industriels proposent aujourd'hui, mais qui reste égal à lui-même, qui reste très performant avec un très bon rapport qualité-prix et qui concurrence grandement une laine de verre. Nous avons aussi tous les systèmes de cloison et de doublage pour l'isolation phonique. Renaud, Oui. on ne vous entendait plus. Ah, ça s'est arrêté où? Non, c'est bon. Moi, je vous entendais. Ah, d'accord, moi, je nickel. vous ai pas entendu. Bon, Alors, nous avons excusez-moi. aussi tous les systèmes d'isolation phonique, notamment en doublage et en cloison. Ce qu'il y a de bien avec ces systèmes-là, c'est que, par exemple, avec mon collègue Paul et Alexandre, avec mes collègues Paul et Alexandre, on les propose sur des systèmes performants. On ne vend pas en premier lieu le côté écologique et naturel, parce qu'aujourd'hui, ce sont les systèmes qui sont pratiquement les plus performants du marché par rapport à leur épaisseur. C'est un des gros avantages, et tout en étant naturel et écologique, en respectant que ce soit les poseurs et les personnes qui vont y être par la suite, notamment avec, comme vous le voyez à l'écran, le matériau acoustique Pentair, qui est un mélange de papier et de carton recyclé avec du lin. Donc quelque chose de 100% naturel et écologique, et qui vient grandement améliorer l'isolation phonique qui, dans les bâtiments, depuis quelques années maintenant, est un point qui vraiment est très très mal géré, pour pas dire pas géré, et qui va devenir, je pense, de plus en plus important dans les logements partagés. Évidemment, il y a des solutions également pour les sols et pour les plafonds. Et certains revêtements de sol de finition, tels que des parquets en liège, par exemple,
font bénéficier de très bonnes performances phoniques et de légères performances thermiques, tout en étant une finition. Donc des produits 2 en 1, voire 3 en 1 dans certains cas, qui permettent évidemment de réduire les coûts également dans la construction, tout en utilisant des matériaux qui sont toujours évidemment sains pour le poseur et pour les habitants. Pour rester sur les revêtements de sol, on a une large gamme de revêtements de sol. Évidemment, on a les bois traditionnels, tels que les frênes, les hêtres, les chênes. Même si le chêne, on le boude un peu plus, on va dire qu'on priorise les essences comme le bambou, qui sont malgré le transport de Chine, bien plus renouvelables que le chêne. Et on le ressent dans cette période actuelle de pénurie sur le bois, où le bambou, par exemple, n'est pas du tout impacté par cette pénurie. On n'a pas de problème d'approvisionnement sur le bambou. On n'a pas de hausse tarifaire de 300% comme on peut avoir sur certaines pièces de bois. Et c'est un produit avec des ressources inépuisables. Et son bilan de carbone reste toujours neutre malgré un transport de Chine. C'est un produit d'avenir étant donné le nombre de consommation, enfin, étant donné la société de consommation. C'est sur ce genre de ressources inépuisables que l'on va devoir aller, tout simplement pour répondre aux attentes de chacun, en respectant des prix évidemment praticables. Et ils sont également aussi disponibles en gamme extérieure, donc ça permet d'avoir des bois d'une qualité de bois exotique en termes de résistance, sans déforester les forêts amazoniennes et d'autres forêts asiatiques. Merci pour tout ça. Je vois peut-être vous avez encore 1 à 2 minutes. Si vous avez d'autres choses à présenter sur Ecobati, Monsieur Ruiz, Madame Bassiano. Oui, alors on a aussi, pour aller rapidement, on a aussi une gamme d'enduits naturels et notamment à base de terre, des enduits à l'argile notamment, décoratifs, principalement pour l'intérieur, et également toute une gamme d'enduits à la chaux décoratifs et des chaux argile pour l'intérieur, qui sont à la fois efficaces par leur perspirance et leur régulation de l'humidité, et à la fois un produit de décoration qui s'applique sur les murs et sur les sols. Nous avons évidemment toute une gamme d'enduits extérieurs à la chaux et d'enduits d'assainissement et de produits d'assainissement qui interviennent dans la restauration de biens historiques notamment, et très utilisés dans les maisons en pierre qui nécessitent une perspirance pour éviter des accumulations d'humidité à l'intérieur. Toutes ces gammes-là sont aujourd'hui bien présentes sur le marché, mais encore pas très bien connues et pas très bien utilisées, ce qui nécessite évidemment encore de la formation et de l'accompagnement au niveau des professionnels. Donc vous êtes en train de nous inviter à boire le café pour voir votre showroom en fait, c'est ça, hein? Exactement. Exactement. Le showroom, on a 350 mètres carrés de showroom qui sont évidemment disponibles pour des visites, que ce soit pour un côté personnel, pour un côté professionnel, et pour aussi amener des clients. Ça nous arrive que certains architectes notamment amènent leurs clients au magasin, ce qui permet de voir le produit, de ressentir le produit, de le voir en application. C'est pas juste un produit vendu tel quel. Non, il faut évidemment se servir de notre showroom comme support. Certains l'ont déjà fait même parmi vous. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut avancer. Ouais. Et je pense que ce soir, il y en a quelques-uns qui le feront. Moi, le premier, puisque je ne suis pas encore venu chez vous. Eh bien, vous êtes bienvenue. Parfait. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si à ce stade, certains participants ont 1 ou 2 questions pour Ecobati avant qu'on laisse la parole à nos 2 intervenants sur l'architecture en terre. Oui, non. Oui, non, ce que je vois qui est intéressant, c'est la baisse du coût des matériaux écologiques, parce que c'est vrai qu'il y a 10-15 ans en arrière, c'était impossible. Enfin, moi, j'ai fait ma maison, disons, il y a je sais pas, 12-13 ans, j'ai quand même mis de la laine de bois, mais c'était quand même un budget conséquent par rapport à la laine de verre. Donc là, aujourd'hui,
les prix diminuent quoi, en écologie. Clairement, la part de marché augmente quand même assez considérablement en Europe, hein, ce qui permet à des industriels, enfin à des entreprises et certains industriels notamment, de proposer ces produits ou de s'être développés et donc de proposer ces produits à des tarifs plus adaptés à la construction individuelle, ouais, Mhm. et collective d'ailleurs. Donc ça, c'est hyper important parce que quand on arrive à l'isolation et qu'on propose à un client de mettre soit de la laine de verre, soit de la laine de bois, s'il n'y a plus de budget, ben voilà, ça ne marche pas. Sur une maison complète, le pourcentage de différence de budget comparé à la construction de la maison ou même en rénovation en utilisant une laine de bois par exemple ou une laine de verre, c'est vraiment minime. Ouais. Surtout Aujourd'hui, quand on sait que la durabilité de la laine de bois va être 2 à 3 fois supérieure à une laine de verre. En plus, il y a toujours des produits nouveaux qui sont très intéressants. Par exemple, là, il y a une crise sur le bois et notamment sur la fibre de bois et que nous remplaçons aujourd'hui par de la paille de riz de Camargue, qui est très intéressante aussi. Et nous avons rentré pas mal de marchandises là récemment. Nous sommes en train de la rentrer pour remplacer la fibre de bois en période de pénurie. Et c'est très intéressant. Il y a toujours des articles très intéressants, nouveaux. On est également distributeur de liège. On travaille avec une très grosse usine au Portugal qui fait un liège imputrescible qui est très intéressant pour les isolations extérieures, pour la rénovation et pour également la construction. Donc, on a beaucoup de solutions et c'est effectivement bienvenue à Ecobati pour qu'on vous présente tout cela. Et mes équipes savent très très bien faire un accompagnement dans les chantiers pour la prescription également, prescription, accompagnement, mise en œuvre. Nous sommes là pour accompagner à l'utilisation de ces nouveaux produits. Eh bien, parfait, ça augure du bon pour la suite et les projets qui sont en cours, puisqu'il y en a quand même si le Covid est passé par là, il y a quand même beaucoup de projets qui continuent à se développer et je suis sûr qu'il y aura ici des architectes et professionnels qui seront intéressés de venir vous voir. Donc, merci en tout cas de votre présence ce soir. Et vous m'offrez une transition toute faite pour Frédérique Jonard, hein, qui donc elle est plus dans les enduits terre aussi que vous connaissez, mais elle les développe aussi en les faisant parfois sur mesure également, adaptées à tout un tas de chantiers aussi, de projets différents. Ça peut être du participatif, tu animes des stages aussi, Frédérique, beaucoup. Donc, je vais te laisser tout simplement la parole pour ta présentation et merci encore à Madame Bastialon et Monsieur Ruiz pour votre intervention ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Que devons-nous faire? Nous devons vous quitter maintenant ou Vous pouvez nous quitter, vous pouvez rester avec nous. Moi, ce que je propose, Catherine, c'est peut-être qu'on partage dans le lien de discussion le site d'Ecobati si les gens ne l'ont pas noté. Et on fera demain, ça. je vous enverrai tous un mail de toute façon avec le site, tout ce qu'il faut. Parfait. Pas de souci. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Frédérique, c'est à toi. Merci, bonsoir. Je vais commencer cette présentation, parler un tout petit peu de mon parcours et aussi revenir finalement sur quelques fondamentaux de ce que c'est que ce matériau, ce que ça représente en fait de construire avec le sol. Pour situer en fait un peu l'univers dans lequel on s'immerge quand on travaille ces matériaux en construction. Donc effectivement, moi c'est vrai que l'éveil que j'ai eu auprès de ce matériau s'est fait beaucoup en Amérique latine. Ça a été un parcours qui a été complètement émaillé par les apprentissages auprès d'artisans, auprès de maçons locaux, que ce soit pour la restauration ou pour des constructions neuves. Et donc, en étant un tout jeune architecte, je commençais à voir qu'en fait, le projet se dessinait mieux directement à pied d'œuvre avec eux,
que depuis un plan plus détaché du terrain. Voilà, les meilleures expériences, c'était celles qu'on arrivait à partager en croisant leur savoir-faire et puis les dessins qui s'amorçaient avec les clients. Donc voilà, j'ai vraiment appris que le chantier, c'est ce moment de partage, de transmission, de construction collective. Et du coup, ça prend une symbolique et aussi une temporalité tout à fait particulière. Voilà, donc c'est vraiment, ça m'a marqué, c'est quelque chose que je recherche aujourd'hui dans ma pratique professionnelle. Ça va parfois un peu à contre-courant bon, voilà, on va dire du monde dans lequel on vit, mais c'est vrai que la Terre est une belle alliée pour ça, parce que la Terre en elle-même, de par sa composition, de par ses caractéristiques, elle a cette inertie, elle demande cette temporalité. Et elle demande aussi de travailler en équipe le plus possible parce que c'est lourd. Et donc, je vais essayer de traverser j'essaie de traverser avec vous cette pratique telle que moi, je l'ai initiée. Et puis préciser, comme l'a dit Yoann, que j'ai commencé du coup en tant qu'architecte. Et quand je suis revenue en France en 2016, j'ai monté mon entreprise Terramano à Paris. Donc, en plus, avec des questionnements tout particuliers au territoire francilien avec ce matériau. Donc, voilà. Donc, la première chose qui m'a interpellée en Amérique latine, c'était de voir vraiment de manière tout à fait manifeste ce côté cyclique ou circulaire du matériau. C'est-à-dire qu'en fait, de son extraction à la construction et puis au démantèlement des édifices, on a un matériau qui n'est jamais altéré si on ne le stabilise pas avec d'autres matières et qui peut tenir des millénaires. On en veut pour preuve toutes les constructions, tous les sites archéologiques qu'on connaît à travers le monde. Et du moment qu'il est protégé de l'eau liquide, on va dire, des remontées capillaires et puis de l'intempérie, par, comme on dit, de bonnes bottes et un bon chapeau, il peut vraiment offrir donc une durabilité illimitée. Et ensuite, à sa destruction, à son démantèlement, immédiatement, on peut de nouveau le retransformer en pâte, en un matériau qu'on peut travailler à nouveau et qui, de manière comme ça infinie, peut se remodeler, se retravailler, se remettre en œuvre. Donc là, dans les petites photos que vous voyez en bas, c'est vraiment cet exemple sur un plateau assez rocheux où ce matériau est le seul qui est à portée de main, loin de toute route, etc. On a cette terre et on peut démanteler les anciens bâtiments pour en refaire de nouveaux. Voilà, c'est une espèce de carrière permanente de bâtiments qui peut se remodeler sur lui-même. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, on parle beaucoup du volume de déchets dans la construction, de la réduction de ces déchets, d'avoir un impact mineur, de travailler avec des matériaux locaux. Donc, voici vraiment un matériau qu'on a sous les pieds et que du coup, on gagne à apprendre à connaître et pour pouvoir parfois s'en emparer modestement sur les réalisations qu'on a à faire. Ouais. Donc, la première chose à dire sur ce matériau qu'on appelle la terre, finalement, la terre, c'est un mot qui englobe énormément de choses. Quand on parle de la terre à bâtir, on parle de cette terre qui est située sous la couche arable du sol, sous cette couche fertile où il y a déjà une décomposition de matière organique, des végétaux, etc. On parle de cette fraction minérale du sol qui est en dessous de tout ça, cet endroit qui est finalement la décomposition de la roche-mère qui n'est pas la même partout. Et donc, du coup, on a des sols qui diffèrent de certains endroits à l'autre. On en a tous fait l'expérience dès qu'on passe devant un talus, comme vous avez ici sur la photo, par exemple. Et voilà, on connaît tous des coupes géologiques comme ça, différentes selon les terroirs. Et donc ça, c'est la première chose à dire sur la Terre, c'est que la Terre n'est pas pareille, elle n'est pas homogène selon l'endroit où on se trouve. Et donc, ça va impliquer évidemment un savoir-faire de transformation. Comment on fait de ce matériau changeant un ouvrage, comment on le transforme en architecture, comment on s'y adapte. Donc, ce matériau, quand on commence à le regarder de plus près, ça peut être à travers les
les études de sol que peuvent fournir, par exemple, les bureaux d'études géotechniques au moment des avant-projets, par exemple, ou parce qu'il y a eu une extraction possible, un carottage sur le sol, etc. Donc, les réflexes à avoir quand on souhaite... Ah oui, j'ai oublié de dire que pour moi, vraiment, l'intérêt de travailler avec la terre, c'est quand on arrive à rester le plus local possible. L'idée n'est pas d'essayer de travailler avec la terre pour la transporter de loin en loin, parce qu'en fait, on retomberait dans les mêmes travers qu'on a déjà connus. À ce moment-là, beaucoup d'autres matériaux sont disponibles. Et voilà. Donc, je me positionne vraiment dans une optique, qu'est-ce que je peux faire avec la terre que j'ai sous les pieds, le plus souvent possible. Évidemment, certains projets demandent un peu plus de reformulation. Voilà. Mais donc, c'est ça mon optique, en tout cas celle que j'expose maintenant. Donc, les réflexes en fait à avoir quand on rencontre un sol, c'est de voir de quoi il est composé. Donc, vous voyez en bas ici, c'est comme si on avait pris cette terre et puis qu'on l'avait tamisée à différentes tailles et puis qu'on voyait un peu de quoi elle est composée. C'est vraiment ça qui va donner les caractéristiques mécaniques et les caractéristiques chimiques aussi de ce matériau. Donc, en fait, une fois qu'on sait bien, qu'on a bien compris ce qu'on a sous les pieds, on peut voir, en fait, ce qu'on va pouvoir en faire sur le plan constructif. Et en fait, si on regarde tout simplement, par exemple, sur notre territoire, le patrimoine existant, on peut s'apercevoir que cette diversité, finalement, des terres a donné des traductions locales. C'est traduit en fait par des techniques locales qui se sont vraiment exprimées région par région en fonction de la nature de ces sols. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction qu'on avait un sol plus ou moins caillouteux, graveleux, par exemple comme on peut trouver en Rhône-Alpes, dans les régions plutôt montagneuses, ou bien un sol très fin, très érodé, comme on a dans les bassins des fleuves, comme par exemple autour du Rhin ou en Normandie. Donc l'Alsace, on pense au torchis en Alsace, etc. Donc voilà, toute cette diversité de sol a donné une diversité de techniques. C'est vraiment dans ce sens-là. C'est du sol vers la technique. Le sol a ses caractéristiques et donc il invite à être mis en œuvre de différentes manières. Autre chose qui influe énormément sur les techniques qui sont apparues au cours du temps, et qui se sont perfectionnés au cours du temps, c'est le climat aussi. Là, vous êtes du coup dans le sud, vous avez un climat qui invite à d'autres pratiques et à d'autres temporalités que, par exemple, moi, quand je me situe en Picardie, donc on va préférer aussi, pour tout ce qui est grosses œuvres, une technique à l'autre aussi en fonction des possibilités météorologiques et de la consistance de la terre quand on la trouve dans le sol, qui n'est pas forcément pareil en Normandie, par exemple, même en plein mois d'août. Quand on creuse le sol, cette terre, elle est encore à l'état plastique. Elle n'est pas du tout sèche ou friable, donc on ne peut pas en faire aussi vite ce qu'on veut. Voilà. Donc la construction en terre, c'est cette petite carte qui a été établie par Elvire Lavergne en 2012. Elle parle de ça. Elle parle de ces 4 techniques principales que sont le torchis, le pisé, la bauge et la daube, réparties par technique sur le territoire français. Et on voit aussi donc, les petits points qui sont sur la carte, ce sont les implantations des artisans, des entreprises et aussi des différents laboratoires de recherche ou bureaux d'études techniques qui se sont, enfin on va dire tous les acteurs qui sont reliés à la filière terre. Et on voit qu'il y a vraiment une concordance entre les bassins, on va dire, où il y a toujours eu un patrimoine construit en terre, où il y a un terrain qui le permet, et puis la présence de ces acteurs. Alors aujourd'hui, évidemment, avec, on va dire, les transports, etc., tout ça peut se répartir différemment, mais il y a quand même une prédominance de ces régions qui sont des régions motrices dans la réémergence de la filière. Cette filière qui est finalement portée par ce besoin actuel de retravailler avec des techniques locales et retravailler avec une matière locale et aussi penser à relocaliser notre économie. Et ça passe par, du coup, la formation et la transmission à des personnes autour de nous, vraiment
ce qui permet d'étoffer en fait le tissu artisanal ou le tissu entrepreneurial de notre territoire. Voilà. Eric, il te reste à peu près 10 minutes. Ok, merci. Merci. Donc, je passe rapidement. Je pense que c'est important ces slides-là sur les techniques de construction en terre qui existent en fait. Donc, on peut dissocier, on peut faire 4 familles. Il y a les maçonneries monolithiques, donc celles où vraiment la terre massive constitue l'enveloppe du bâtiment. Donc, la bauge, le pisé et la terre coulée. Ensuite, on a des maçonneries de petits éléments où là, avec la terre crue, on va constituer soit des briques de terre comprimée, soit des adobes qui sont moulés simplement à la main, soit des briques de terre extrudées et les maçonner par la suite, ce qui permet de différer la production du matériau de la mise en œuvre sur chantier. Donc, parfois, c'est indispensable pour X raisons. Donc, on peut avoir ce réflexe et ça peut tout à fait être porteur également. Ensuite, on a des maçonneries de remplissage, donc qui, elles, ont un rôle non structurel, et c'est le cas, par exemple, du torchis qui vient s'insérer sur le banc de bois. Et pareil pour la terre allégée, qui est en fait un torchis un peu à l'inverse, où il y a donc beaucoup plus de fibres. Ça peut être de la chènevotte, ça peut être de la paille, on évoquait tout à l'heure la balle de riz, mélangée au liant argileux, donc qui fait qu'on a après un support d'enduit. Donc l'un est lourd, avec un peu plus d'inertie, et l'autre est très léger et plutôt très isolant. Pareil, les BTC, elles peuvent être utilisées en remplissage d'ossature. C'est intéressant dans les constructions bois qui sont plutôt légères et très bien isolées, dont on arrive à des grandes performances sur l'étanchéité des enveloppes. Et alors, on se retrouve avec un bâtiment fort isolé et peu d'inertie à l'intérieur. Donc, la terre crue peut être un très bon matériau pour ramener de l'inertie dans ce type de construction. Puis après, les applications en seconde œuvre, que sont principalement les enduits. Et donc, dans les enduits, effectivement, on pense parfois, enfin, moi, je me confronte parfois à une image de la terre un peu rustique. En réalité, non. On peut aller très, très loin avec ce matériau en termes de finesse. Pour ceux qui connaissent un peu, par exemple, le Japon, l'enduit, c'est un art majeur au Japon. C'est vraiment quelque chose qui est porté à une grande, grande finesse, mais pas besoin d'aller jusqu'au Japon. En Europe, on a beaucoup d'exemples. Et donc, on a des corps d'enduit et ensuite, on avance vers les finitions jusqu'au badigeon. Il y a énormément de possibilités et de teintes d'argile existantes qui peuvent se combiner et se décliner. Moi, je garde toujours dans ma pratique cette espèce de prisme de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'il y a sur mon territoire, pas très loin? Je travaille avec des argiles qui arrivent de l'Oise, sur la région parisienne, donc je reste dans un rayon de 100 km voilà, qui est toujours améliorable en fonction des situations de projet. Parfois, on a de la terre sur place qui est très bien, donc on en profite. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Pour résumer un petit peu construire en terre, un peu les enjeux que je trouve, c'est ça. C'est s'inscrire dans une logique d'économie circulaire, réemployer un maximum de terres, de celles qui sont générées par nos excavations sur les territoires où on se trouve, pour viser ce faible impact environnemental, hein, parce qu'avec la terre, il y a peu d'étapes de transformation, il n'y a pas de cuisson, on en a en abondance et on peut vraiment la réemployer en fin de vie. Donc, pas perdre ça de vue. Ce ne sont pas nécessairement des avantages économiques, mais ce sont des grands, grands avantages sociétaux et environnementaux. Donc, ensuite, il y a l'intensité sociale, c'est-à-dire que quand on a une ressource disponible en quantité à un moindre coût, on peut se permettre d'être une plus grosse équipe, puisque du coup, à coût constant, il y a plus de ressources qui vont vers les personnes qui travaillent. Ça aussi, c'est un aspect important que moi, j'essaie de développer dans ma pratique, mais j'en suis qu'au début, donc pour l'instant, c'est à l'état de recherche, mais c'est bien vers ça que je souhaite tendre. Donc, je vais vous parler un peu plus loin des projets et comment je les aborde. Dans ces slides qui vont suivre, j'ai juste quelques résumés que je ne vais pas commenter parce que j'ai dit l'essentiel, mais qui sont comme des axes de réflexion et de travail que je laisse sur la présentation qui vous sera donnée ensuite et qui résume un peu cette philosophie de bâtir. Juste vous préciser qu'en fait, ont été édités il y a quelques années déjà, maintenant 2 ou 3 ans, des guides de bonne pratique et certaines règles professionnelles. Donc, on a des guides de bonne pratique qui font référence sur toutes les techniques, bauge, la brique de terre crue, l'enduit en terre, le pisé et la terre allégée. Tout ça est bien documenté
Et ça a été fait dans une optique où, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation de moyens, il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire que la filière s'est mise d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'un pisé, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pisé, par exemple, en termes de résistance mécanique, mais pas sur comment le faire, comment on le branche, comment on le dame, est-ce que c'est manuel, est-ce que c'est mécanique. Ça reste à la, on va dire, à la discrétion, alors repose sur l'organisation de l'artisan ou de l'entreprise qui se met à l'ouvrage. C'était vraiment un souhait de toute la filière, étant donné la diversité des pratiques qu'il y a sur tout le territoire. L'idée, c'était surtout pas de se tirer une balle dans le pied, mais d'avoir bien un document de référence qui nous permette d'être en articulation avec les bureaux de contrôle, avec les architectes, évidemment, et puis voilà, de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un pisé, une bauge, etc. Voilà, donc vous pouvez vous y référer sans problème. Ils sont téléchargeables sur Internet. Voilà, les 2 slides dont je vous parlais, je ne les recommande pas. Et je vais passer maintenant à quelques réalisations. Je les prends dans l'ordre où je les ai traversées moi-même. Donc, une des premières commandes qui m'a été faite quand j'étais encore du côté architecte, c'était un local pour un local pour les déchets, en fait, un local poubelle qui avait été fait pour Paris Habitat. Et en fait, la question de Paris Habitat, c'était est-ce qu'on peut arriver en fait à construire tous nos petits locaux annexes, les locaux vélos, les locaux pour les boîtes aux lettres. Enfin, il y avait une quantité finalement de petits édicules qui devaient être construits pour le bailleur par an. En fait, ça représentait une quantité assez importante finalement. Et il se disait, mais comment on peut le faire de manière totalement locale et surtout, que si jamais demain on doit s'en défaire de ces petits locaux annexes, que ça ne représente pas des déchets. Et donc, c'était ça la demande. Et en essayant de rester à coût constant avec une version qui avait été chiffrée par une entreprise générale, à savoir donc en parpaing avec des briquettes de parement et puis une toiture en bac acier. Voilà. Donc, voilà, on a su relever le défi en terre crue. Et ça a donné ce petit bâtiment que vous voyez là, avec une toiture végétalisée, avec donc toutes les maçonneries en terre crue, un bon soubassement et puis quelques liserés en terre cuite pour renforcer, pour qu'il n'y ait pas de dégradation avec les bacs. Et voilà, donc c'était un questionnement finalement assez intéressant aussi en termes d'intégration. Et puis, on a eu l'occasion de s'apercevoir que c'est un matériau qui évoquait des choses en fait, qui faisait beaucoup réagir les habitants par rapport à la façon dont on travaillait. Enfin, beaucoup avaient des souvenirs en fait aussi sur la maçonnerie, sur l'usage de la terre. Et donc, c'est un bâtiment qui a eu une très belle acceptation dans son lieu. Et ça m'a beaucoup encouragée à continuer par la suite. Donc, par la suite, on a été contacté par la ville de Paris. Et là, il s'agissait de transformer de la terre de Tremblay en France, donc pas très loin à 25 km de la capitale, pour faire des adobes, justement, pour apporter de l'inertie dans un bâtiment qui a été construit tout en ossature bois. Donc, nous y voilà. Donc, vous voyez, c'est juste un simple mur qui n'a aucune vocation structurelle, même s'il pourrait en soi. Et donc, on a ces briques de terre crue qui sont maçonnées comme ça en paneresse, donc devant l'enveloppe du bâtiment et qui permettent d'apporter une grosse masse d'inertie. Donc, ça avait été entré dans le calcul par le bureau d'études thermiques. Et on a aussi réalisé des enduits terre crue dans ce même bâtiment. Ces chantiers, ils ont été réalisés au cours d'un chantier d'insertion qui s'est monté donc il y a maintenant 2 ans. Donc ici sur Paris, on a ouvert du coup 24 postes. Donc c'est comment dire, articulé par le Palais de la Femme. Et il y a 24 postes qui ont été ouverts sur la transmission des métiers de l'artisanat terre crue. Donc principalement les enduits et aussi un petit peu de maçonnerie. Donc c'est avec cette équipe que vous voyez là qu'on a qui avait reçu la formation sur la composition des enduits, sur la préparation des enduits, etc., qu'on a réalisé ce chantier. J'en profite pour dire que au cours des expériences de formation, moi, ce qui me touche beaucoup, quels que soient les publics, c'est la possibilité de travailler à main nue
ce matériau, d'apprendre à le modeler, d'apprendre à le reformuler, d'apprendre à s'emparer d'un sol brut, comme je vous montrais en tout début de présentation, pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut le transformer, comment on peut l'affiner, qu'est-ce qui nous permet de réaliser. Et c'est vraiment, pour moi, ça fait maintenant, enfin, on va dire 3 ans que je suis très impliquée dans la formation, puis avant j'en avais fait aussi, et je peux vraiment constater cette espèce de rapport immédiat à la matière. Je trouve qu'il est très facile et sensible de transmettre l'intérêt pour ce matériau, et ce que ça transmet aussi à travers, enfin, au passage, ça réhabilite un peu les métiers du bâtiment qui n'ont pas forcément de bonne presse. Enfin, quand j'en parle beaucoup avec les jeunes, le bâtiment, c'est pas forcément l'avenir à leur sens. Ça semble être usant, ça semble être pénible. En fait, quand on travaille à la terre crue, il y a plus du tout ce sentiment-là. Mais ça reste lourd et ça reste exigeant. Mais en fait, il y a vraiment un contact direct avec la matière qui fait que quelque part, la créativité aussi des personnes se libère, et je trouve ça important. Eric, je te laisse conclure peut-être en Ouais. 2-3 minutes. Et ben, je vais balayer quelques projets. Donc, du coup, depuis que j'ai basculé côté artisan, donc je me suis concentrée sur la réalisation d'enduits terre crue, comme vous voyez là. Donc, il y a des réalisations beaucoup en rénovation. Ici, c'est dans un sous-sol qui a été isolé en liège. Donc, vous voyez le chantier en cours. C'est le sous-sol d'un pavillon très, très classique, voilà, qui se transforme en cabinet. Ici, c'est le chantier d'une boutique dans Paris, la boutique des cosmétiques Avril. Donc, vous voyez là sur des murs qui avaient été remis à nu, tout en pierre, avec une scénographie qui avait été préparée comme ça. Donc, l'enduit terre, là, il fait entre 1,5 cm et 5 mm selon les endroits et selon les supports. Et il a été complètement formulé à la demande des architectes, avec cette texture assez visible où on sent la fibre. Voilà, on peut aussi graver dedans, on peut faire du sgraffito. Il y a une grande... voilà. Et ça, c'était une expérimentation avec Paris Habitat, où on a travaillé sur des cloisons biosourcées, donc terre chaux-chanvre. L'idée, c'était de faire le recloisonnement de tout un logement qui était en travaux, de manière totalement écologique. Donc, ça a ensuite été recouvert par des enduits de terre, que vous voyez ici en cours, et puis avec cette finition blanche. Là, c'est un autre projet du coup de la rénovation d'un ancien presbytère, lui construit complètement en pierre. Et on voit là du coup comment on peut revenir avec le corps d'enduit, petit à petit retrouver le nu et ensuite poser la finition. Voilà le projet terminé. Ici, c'est la construction d'un local, encore un petit local vélo, cette fois pour la ville de Rosny, qu'on a aussi fait avec le chantier d'insertion. Et voilà, c'était la première fois que cette équipe faisait de la maçonnerie. Voilà, encore une fois, donc vous voyez ici les briques de terre crue sur leur soubassement en terre cuite et la finition de tout un enduit terre. Voilà. Ici, il y a du bois pour la chaufferie bois en fait, du centre de loisirs qui est situé juste derrière. Voilà, c'est un bâtiment complètement géosourcé, là, pour le coup, et dont la charpente a été réalisée avec du bois qui a été abattu sur le site au moment de la construction du centre de loisirs. Voilà, donc la mairie de Rosny qui est assez pionnière sur ces sujets. Voilà, j'ai fini la présentation et je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Est-ce que certains participants veulent intervenir peut-être s'il y a des questions pour Frédéric? Oh, il n'y en a pas. Si. Bon, en tout cas, Frédéric a partagé avec moi quelques liens que je vais partager aussi avec vous par discussion pour ceux qui souhaitent approfondir un peu ce dont vient de nous parler Frédéric. Et écoutez, je pense qu'on va passer dans ce cas à Michel Régis
pour une présentation de sa démarche aussi en tant qu'architecte et de comment on fait pour construire avec le sol. Et on finira dans ce cas par quelques questions pour nos deux intervenants, avec sûrement quelques-uns d'entre vous qui voudront intervenir également. Donc, écoutez, Michel, c'est à vous. Vous avez 10-15 minutes à votre convenance. D'accord. Alors, moi, je suis architecte depuis un certain temps, donc environ 40 ans. Hein. Donc, j'ai fait beaucoup de restauration à l'époque. J'étais architecte conseil du CAUE. J'ai vu pas mal de dégradations de bâtiments existants. Et après, quand Michel Augereau, que certains connaissent, vous avez vu, est venu me voir pour faire des maisons en pierre et terre, je suis parti là-dedans. Donc ça, c'était il y a 25 ans, je ne sais pas combien. Donc là, si je peux montrer les images de Magagnosc. Ceux qui sont venus à Magagnosc ont vu déjà les réalisations d'une dizaine de logements à Magagnosc en pierre et terre, donc pierre et terre du site, c'est-à-dire que tout ce qui est là est extrait du terrain. Donc là, c'est des maisons individuelles à coller. Là, ça montre la construction des maisons. Là, tu vas trop vite, là. Là, ça montre les constructions des maisons. C'est un peu comment ça s'appelle, des recherches archéologiques à l'inverse, c'est-à-dire qu'on construit, mais c'est avec de la terre et de la pierre. Quoi. Ça, tu vas trop vite. Ça, c'est ma maison. Donc, suite à cette démarche de maison en pierre et terre, j'ai acheté un terrain sur Nice et le terrain est constitué de pudding, donc ce matériau qu'on a beaucoup à Nice. Donc là, j'ai réalisé finalement ma maison entièrement en pudding en creusant la terre, en creusant le sous-sol. Tout le matériau du sous-sol a servi à construire la maison. Donc, ce qui fait que je n'ai pas eu du tout d'extraction de terre sur le chantier et j'ai tout fait avec. Donc, là, par contre, c'est un système où on a ajouté 10% de ciment dans le pudding pour pouvoir le bancher et qu'il tienne en place en supprimant complètement les ferraillages. Donc, il n'y a pas de ferraillage du tout, hormis des tirants qu'on voit à travers la photo là. Le but étant de supprimer tout ce qui est matériaux un peu industrialisés et construire vraiment avec ce qu'il y a sur place. Je peux avancer peut-être. Voilà, ça c'est un peu la notion. Ça c'est la structure de base de la maison. Ça c'est pareil, c'est la réalisation des voûtes, un peu comme à l'ancienne, où on a tout ce qui est en creux sur les photos là est rempli après avec le pudding et avec 10% de ciment. Cette maison a été réalisée donc il y a 12-13 ans maintenant. Et ça me permet aussi d'affiner un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour améliorer le système. Après, suite à ça, j'ai construit avec Michel Augereau aussi 5 maisons entièrement en pudding qui ont pu être assurées, qui sont parasismiques, bien sûr. Voilà. Voilà, ça, c'est un peu des exemples de. Voilà, tout est construit de manière un peu à l'ancienne, si vous voulez, avec des arcades, des voûtes, pour supprimer tout ce qui est ferraillage. Allez, continue. Voilà, ça c'est bon. Ça c'était à aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'est toujours là. Ça s'est pas écoulé. Et donc, le grand intérêt de ces matériaux qui sont utilisés en grande épaisseur, donc en 50 cm d'épaisseur, voire 80 en partie sous-sol, c'est qu'il y a une grosse inertie thermique, donc on a vraiment un confort thermique intéressant. Par exemple, là sur la photo, vous voyez que la partie haute, là, qui est en bois, qui est une structure bois avec une isolation en fibre de bois, c'est très intéressant quand il ne fait pas trop chaud, quand il ne fait pas trop froid. Mais par contre, s'il fait très chaud, ça chauffe à l'intérieur. Quand il fait froid, il fait froid à l'intérieur. Alors que toute la partie, le reste de la maison qui est entièrement en pudding reste constant. Voilà, ça, c'est le pudding qui était sur place. Donc, c'est avec ça qu'on a construit la maison.
Après, là, je passe à un chantier autre, c'est mon bureau. Donc, mon bureau est situé à 100 mètres de ma maison. Et je m'étais dit, ben, je vais construire en poudingue pareil. J'avais prévu les plans pour faire tout en poudingue. Et quand on a creusé, eh ben, on a trouvé que de l'argile. Voilà, sur une profondeur d'environ 3 mètres, 3 mètres 50. Donc, je me suis réadapté très rapidement. Donc, on a fait un système de structure poteau-poutre en béton, mais avec toute la masse en pisé, on va dire. Enfin, c'est de la terre, de la paille et de la chaux aérienne. La chaux aérienne est en fait pour stabiliser un peu la terre, pour faire qu'elle durcisse dans le long terme. Donc là, pour l'instant, là, c'était les fondations radiées tout bêtes en béton. Là, c'est les banches qui sont utilisées pour coffrer la terre, la damer, c'est-à-dire que les ouvriers sont rentrés dans les banches pour pouvoir damer la terre. Donc là, il y a eu plusieurs étapes, puisque c'était un peu nouveau pour moi. Donc la première partie qui a été faite était un peu trop, pas assez tassée, disons. Après, j'en ai fait une deuxième qui a été un peu plus tassée, où on voit les strates de toutes les dames. Et après, une dernière partie où l'entreprise a compris à la fin et a rajouté un peu d'eau, a tassé un peu plus, et on a un matériau beaucoup plus compact. Si tu montres quelques images. Voilà, ça c'est une partie courbe en terre où on voit les strates des différentes couches de terre qui ont été damées. Voilà, on continue. Voilà, donc là on voit bien en partie basse, c'est les deux blocs de terre là, c'est des blocs de terre qui font 50 cm de terre, 50 cm, qui constituent aujourd'hui une très bonne inertie thermique pour le bureau. Dans le bureau aujourd'hui, on n'a pas de climatisation, alors même s'il fait un peu chaud de temps en temps, il suffit de faire un peu de ventilation et il n'y a pas de souci. Et en hiver, on chauffe avec un poêle à bois. On tourne. Voilà. L'idée étant après de tout ça, de bien protéger la terre, donc il y a des débords de toiture relativement importants et une isolation thermique très importante au niveau de la toiture. Donc là, on a 30 cm ou 35 cm d'isolant. Ce que je disais tout à l'heure, là, j'ai pas pu faire ça en laine de bois parce que à l'époque, c'était encore trop cher, j'avais plus le budget, donc j'ai fini par le faire en isolant laine de verre, quoi, tout bête. Ou laine de roche, Tourne. Voilà, c'est encore pareil, on voit les blocs, les panneaux de terre. Voilà, ça, c'est l'intérieur du bureau, en construction. Voilà, ça, c'est le bureau un peu plus fini avec des enduits au sol, mais qui sont plutôt des enduits à base de poudre de marbre récupérée un peu à droite à gauche. Voilà. Je sais pas, un peu flou la photo, où on voit au fond le mur en terre qui reste apparent à l'intérieur du bureau. Et le chauffage. Voilà, ça, c'est les façades que ça donne. Donc, moi, j'ai pris le parti de ne pas mettre d'enduit de terre dessus, sur cette partie-là. Au niveau du rez-de-chaussée, comme du sous-sol ou rez-de-chaussée, comme j'avais un peu raté ma première expérience, j'ai par contre fait des enduits à la terre, toujours avec la terre du site, en mélangeant la terre avec un petit peu de chaux aérienne. Et ça donne des résultats parfaits. Et à l'intérieur, on les a même cirés, donc ça donne un côté très urbain, enfin, je ne sais pas comment on dit, très délicat, quoi. C'était pour montrer un peu la vue d'ensemble, mais disons que le bureau, on le voit très peu d'ensemble parce qu'il est complètement intégré dans la nature avec les oliviers et la terre, qui a l'impression que tout est là depuis très longtemps, quoi. C'est une façade de nuit. Voilà, donc ça, c'est les matériaux vraiment dans sa masse et avec tous ces strates qui persistent et qui sont sympathiques à voir, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. J'ai été un peu rapide.
Vous m'avez entendu tout le monde? Oui, oui, on t'a très bien entendu. Écoute, Ouais, bon. c'était une gestion du timing parfaite, Michel. Voilà. Dans l'idée de tout ça, c'était à chaque fois de dire on récupère la terre qui est sur place. Donc, à Magagnos, on a récupéré la pierre et la terre. Sur ma maison, on a récupéré le pudding. Sur mon bureau, on a récupéré la terre, qui était essentiellement de l'argile. Et là, on est en train de faire encore un projet avec Michel Augireau sur les Vins, où on a fait des briques de terre crue avec la terre du site, quoi. Toujours pareil, directement du site, pas ce qu'on trouve sur place, quoi, hein. Donc, pour moi, c'est très important, effectivement, pour essayer d'économiser autant en termes d'écologie qu'en termes d'argent. C'est-à-dire qu'on évite d'aller chercher des matériaux ailleurs alors qu'ils sont sur place. Ça, en fait, c'est ce qui a toujours été. On a toujours construit comme ça en ancien temps. C'est-à-dire que les gens, ils n'allaient pas chercher à 200 km le matériau pour construire une maison. Ils prenaient la pierre qui avait sur place, la terre, et ils construisaient. Alors, c'est vrai qu'ici, dans la région, on n'a pas trop de construction en terre. Moi, j'en ai vu beaucoup plus, effectivement, du côté de Grenoble, etc., où là, ils ont vraiment plus l'habitude. Mais ici, c'est vrai que c'est intéressant, notamment pour l'aspect thermique des choses, quoi. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, quoi, hein. Alors, le bureau est plus confortable en termes de thermique que ma maison qui est en pudding. Je pense que c'est vraiment le côté respiration de la terre qui est vraiment très important, quoi. Ça emmagasine la chaleur en hiver, ça, et en été, c'est l'inverse, ça garde la fraîcheur, quoi. Donc je le vois tous les jours, hein. Je rentre chez moi, c'est plus la même chose que quand je suis au bureau. C'est important. Et voilà, donc on essaye de faire tout ça. Enfin, moi, j'essaye de faire tout ça avec les gens avec qui je travaille, mais c'est vrai que c'est une petite partie de mon travail parce que je ne peux pas vivre de ça, quoi. Donc, je le fais sur des projets où on vient me chercher pour ça, quoi. Et c'est vrai que maintenant, j'ai une certaine expérience de tout ce qui est problème pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on gère tout l'aspect parasismique des bâtiments, il faut qu'on gère tout l'aspect protection par rapport à l'humidité. Ça, c'est un problème qui revient, qui est récurrent dans ces types de construction. Et on travaille aussi sur la thermique. On essaie de montrer que c'est pas obligatoire d'isoler un bâtiment dans son ensemble, quoi. On a prouvé, enfin, on a réussi à montrer que on peut ne pas isoler la façade sud au moins. Ma maison, par exemple, elle n'est pas isolée du tout au niveau des murs. Donc là, ça présente un problème. Donc c'est des choses que je vais faire évoluer, mais je vais isoler essentiellement la façade nord par l'extérieur, du coup, avec du liège et de la chaux. Mais par contre, au bureau, les parties qui sont en terre ne sont pas isolées, hormis la paille qui a été mise dans la terre. Et ça fonctionne très bien, quoi. En hiver, on arrive à avoir très chaud avec un simple poêle à bois, quoi. C'est ça. Et le bois, il vient d'où? Ben, il vient de mon terrain, je coupe du bois et je le mets dans le poêle à bois. Tout ça pour essayer d'économiser aussi toujours ces transports, etc. Moi, j'avais fait le calcul à l'époque pour ma maison, j'avais économisé 200 000 euros d'évacuation de terre à la déchetterie. Voilà. Donc déjà, sur 200 000 euros, on peut faire bien d'autres choses, quoi. Et pour mon bureau, je ne me suis pas posé la question parce que tout de suite, je me suis dit, j'utilise directement la terre qui est sur place. Donc, voilà, alors, le gros inconvénient de toutes ces techniques, c'est que ça manipule beaucoup de matière. C'est-à-dire que sur ma maison, on a fait quasiment une grande colline sur le terrain du voisin. Et pour mon bureau, c'est pareil, on a fait une grosse colline de terre qui après est revenue dans la construction. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à pas maîtriser, mais à savoir ce qu'il faut faire dans tous ces domaines. Voilà, je crois que je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, je vais laisser les participants poser leurs questions s'ils en ont. Moi, j'en ai une. Je me suis intéressée à ça depuis un moment où j'étais d'abord formée en architecture de terre crue et maintenant en bois, terre, paille. Et il est fréquent, en effet, de se retrouver avec des contraintes soit structurelles, enfin, basiquement structurelles, avec des murs très épais qui ont une incidence sur des parcelles pour des particuliers avec des très petits emprises de sol constructibles et qui finalement vont se retrouver pour
un pourtour de 20 cm de gagné quelque part dans des méthodes plus traditionnelles de construction. Donc, c'est souvent assez dommage pour des raisons très bêtes comme ça techniques. Et donc, quand vous parlez d'un mur de 50 voire 80 cm, je voulais savoir s'il y avait eu un impact au niveau du terrain et de la constructibilité du terrain. Et la deuxième question, parce que justement vers Grenoble, il y avait ces ateliers de construction en terre crue où on nous communiquait la difficulté de trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir faire ça et que les économies qu'on pouvait faire par ailleurs au niveau des matériaux, on finissait par s'y retrouver parce qu'en main-d'œuvre, les personnes qualifiées sont rares, surtout dans notre région, et puis la capacité à former existe, mais elle prend du temps et c'est quelque chose qui peut prendre un peu plus longtemps. Je voulais savoir si au niveau des exemples, si vous aviez un recul par rapport à ça. Alors c'est vrai que j'ai construit à chaque fois avec la même entreprise. Hein. C'est une entreprise monégasque, c'est des Portugais. Des gens qui ont l'habitude de travailler un peu la pierre, la terre, etc. C'est qui L'entreprise Raffer. Okay. Mais à chaque fois, si vous voulez, on a été obligé de leur faire un mini-stage de comment il fallait faire, quoi. Donc, pour la pierre et la terre, c'est pareil. On ne monte pas la pierre pareil que si on crée un mur de doublage. Donc, c'est vraiment des pierres qui sont croisées. Pour le pudding, il a fallu qu'ils me fassent confiance, quoi, parce qu'au début, ils essayaient de rajouter du ciment. Et moi, je leur disais de supprimer le ciment. Parce que pour moi, ça allait tenir. Donc, il n'y avait pas de souci. J'ai fait aussi ma piscine comme ça. Ils m'ont dit, la première fois que tu vas sauter dans la piscine, tu vas te retrouver en bas. Ben, non, la piscine est faite sans ferraillage, pareil, avec le matériau, le pudding, quoi, tout simplement. En fait, c'est simplement recréer des murs poids qui tiennent, quoi. On ne peut pas faire de porte-à-faux, on ne peut pas faire de choses comme ça, mais on peut faire des arcades, des voûtes, on peut faire plein de choses qui sont intéressantes et qui remettent au bout du jour des techniques anciennes, quoi, en fait, hein. Voilà, et pour le bureau, ben, c'est un peu pareil, hein. Pour le bureau, par contre, oui, c'est vrai que quand j'ai trouvé de la terre sur le site, j'ai dû me réadapter rapidement. Donc là, je n'ai pas pu faire la terre directement sans structure, mais béton. Donc j'ai quand même fait une petite structure béton toute fine de 25-25 qui me permet d'obtenir le parasismique, même si je ne suis pas assuré. Bon, c'est pas mon délire pour moi, hein, d'être assuré. Donc, mais j'ai des petits poteaux de 25-25 et après tout est rempli en 50 de terre. D'accord. Et après pour tous les projets qu'on a fait, donc pour des ventes, enfin, pour de la promotion, il a fallu obtenir des autorisations, des assurances. Donc il y a des projets où il y a eu des ATEX, il y a eu d'autres projets où il y a eu d'autres choses. Enfin, on s'en sort toujours. C'est un peu long, mais compliqué. On y arrive. Moi, j'aimerais passer du coup la question qu'a eu Maria Teresa aussi à Frédéric par rapport à comment tu as expérimenté ce côté de la terre, de la matière qui est presque à disposition et la main-d'œuvre qui soit doit être formée, soit peut-être est différente aussi en fonction, j'imagine, des bassins géographiques et des territoires par rapport à l'habitude de la culture constructive en terre. Ouais, c'est sûr que moi, au retour en Île-de-France, premier projet, voilà, c'était ce tout petit local poubelle que je vous ai montré. Il y avait vraiment 3 murs et un toit. On va dire, enfin, voilà, c'est le plus rudimentaire possible. Et il s'agissait de faire un appareillage en paneresse et boutis. J'avais du mal à trouver une entreprise qui veuille bien matériaux fournis et mortier formulé et fourni. Me faire un appareillage digne de ce nom, il fallait vraiment être à pied d'œuvre tout le temps, quoi. Et donc, en fait, ça m'a complètement interpellée. Je me suis dit, mais on n'est pas encore prêt. Enfin, j'avais vraiment fouillé, cherché à qui on pouvait s'adresser. Donc, évidemment, je parle toujours du territoire où je me trouvais. Et en fait, voilà, le constat, c'était mince, mais on n'est pas prêt pour cette filière, en tout cas en Île-de-France, voilà, là où je travaille. Et après, on part en région et puis d'un coup, il y a énormément de savoir-faire et finalement des entreprises qui sont restées justement sur leur terroir et qui savent où trouver les sols, comment les travailler, comment les transformer. Et là, il y a tout un foisonnement de savoir-faire et de techniques qui
qui se sont adaptés. Mais voilà, donc moi, ça m'a donné envie de m'impliquer dans la formation. Et il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'engouement, beaucoup de demandes. Et puis parallèlement à ça, finalement, dans ces quelques années, on a vraiment vu l'intérêt croissant des architectes et qui, eux, sont plus réactifs, plus rapides à s'adapter, à monter en compétences, à s'approprier ce matériau pour ce qu'il est. Parfois avec certaines incohérences, mais parfois avec beaucoup de justesse. Ça dépend en fait des équipes évidemment, mais en fait, ça permet qu'il y ait des petits bâtiments qui émergent. Et moi qui travaille plutôt seule ou en encadrant technique de personnes qui sont en formation, donc qui sont au tout début de leur parcours, je me suis attaquée à des ouvrages tout petits, mais qui sont en terre porteuse. Ça me semblait important. Alors, du coup, vu que c'est des locaux techniques ou des locaux extérieurs, on est libéré de la question un peu thermique, c'est-à-dire on n'a pas un thermicien sur le dos, on n'a pas. Voilà. Mais structurellement, on est porteur et on en fait la démonstration sur toute l'enveloppe en terre. Est-ce qu'on est OK? Comment ça va se tenir dans le temps? Pour l'instant, c'est deux petits bâtiments. Il y en a un qui est très récent, mais l'autre, il a déjà 4 ans. Et il se comporte parfaitement par rapport à l'humidité, par rapport aux zones tempérées, tout ça. Donc, ça vient rassurer petit à petit les acteurs. En fait, c'est un travail de fourmi. Pour moi, vu de mon point de vue, c'est un travail très progressif. Mais après, avec d'autres entreprises avec d'autres moyens plus larges sont en cours de formation. Et là, vraiment, il y a aussi énormément de passerelles entre les savoir-faire, par exemple, du béton banché, et puis ce qu'on va pouvoir faire après avec le pisé. Finalement, il y a une adaptation à faire et une transition. Et puis, c'est formidable dans l'exposé de Michel de voir cette capacité à se ressaisir du matériau qu'il y a sur place. C'est vraiment, quand on a cette philosophie, ensuite, on trouve vraiment les mises en œuvre associées, quoi. Donc, enfin, c'est vrai que quand on se met d'accord là-dessus, ça rassemble beaucoup architectes, entreprises, enfin tout le monde vient se fédérer finalement autour de cette question de qu'est-ce qu'on a sous les pieds et comment on va ériger le bâtiment avec. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais il y a beaucoup de formations qui sont en train de se monter, des formations plus longues. Maintenant, il y a des gens qui sont en formation maçon bâti ancien, ouvriers professionnels en éco-construction. Et du coup, le matériau terre crue, il est entré dans ces filières professionnelles. Et même si ça reste assez sporadique sur le territoire, il y en a en Bretagne, il y en a en Rhône-Alpes, puis il y en a dans le sud-ouest, ça progresse. Ça progresse et il commence à y avoir les premières promos bien formées de maçons de terre crue qui commencent à se répartir sur le territoire en fonction de leurs attaches. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une question, désolée, je n'ai pas la vidéo. C'était plutôt une question pour Michel. Vous parliez de construction en BTC à Levins et je voulais savoir dans quel cadre c'était et si jamais vous travaillez avec un bureau de contrôle et d'un point de vue réglementaire, comment ça se passe? Oui, on travaille avec un bureau de contrôle qui est Qualiconsult. Après, on fait les briques de terre crue sur place. Donc ça, c'est fait par une machine qui fait les briques de terre crue. Et après, on a tout étudié le système parasismique pour répondre à toutes les questions du bureau de contrôle. Maintenant, le bureau de contrôle s'est mis à la retraite et du coup, il travaille pour nous aussi. Donc, ça facilite les choses. Mais cette maison sera finie à peu près au mois fin juillet. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais c'est vrai qu'on n'utilise pas du fait qu'on est en zone sismique, on est obligé quand même de rajouter des tirants ou des choses comme ça pour assurer la stabilité du bâtiment. Et ces murs, ils sont porteurs? Ces murs sont porteurs, oui. D'accord. Merci. D'ailleurs, du coup, comment vous pouvez aborder la question du climat aussi? Parce que quand on est en chantier et que, par exemple, ici, chez nous, bon, il ne pleut pas tout le temps, mais on se prend des sacrés rincés. Comment vous avez vécu ces contraintes en fait de mise en œuvre également? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des protections à mettre en œuvre? Est-ce qu'il y a là encore, il y a une grande adaptation à trouver
pour maintenir un rythme de chantier ou le fait même protéger la matière qui a sûrement été assemblée, peut-être même mélangée? Comment vous abordez ça chacun dans votre pratique? Peut-être on peut commencer avec toi, Michel. C'est assez compliqué parce que comme on déplace beaucoup de matériel, de matière, il faut effectivement les protéger avec des bâches, hein, des choses comme ça. Mais là, pour exemple, on a fait des bâtiments, on a fait 5 logements sur les collines de Saint-Philippe en Poudingue et on a construit pendant une période de pluie. J'avais jamais vu ça, quoi. Il pleuvait tous les jours et du coup maintenant maintenant c'est moi avec les assurances qui a un peu des problèmes parce que on a un peu des remontées capillaires, etc. Alors que c'est la même technique de construction qu'on a appliquée dans ce programme que sur ma maison. Mais sauf que ma maison, je l'ai construite, il faisait sec, il faisait beau, j'ai jamais eu aucun souci de remontée capillaire. Et là, dans ce projet-là, on a eu ce genre de soucis. Donc, il faut bien gérer tout ça à l'avance. Et c'est vrai que le matériau, il est brut, et donc il faut le protéger quand il pleut trop, quand il gèle. Je veux dire, sur Magalios, on a eu des périodes de gel aussi. Il a fallu qu'on protège avec du polyane les murs pendant 2-3 jours pour éviter que le gel ne disloque les parois en terre, quoi. Ouais, pareil, vraiment, c'est une problématique qu'on rencontre en permanence. Et là, sur le petit local de Rony, on a travaillé à l'automne, tout simplement parce que le projet était prévu bien pour démarrer au printemps, mais très souvent, les décalages font que ces prévisions idéales pour le printemps finissent par atterrir sur l'automne. Et donc là, on a beaucoup bossé sous la pluie. On s'est abrité sous une toiture temporaire. C'est comme c'est un tout petit bâtiment, c'était une simple tente d'événementiel, si vous voulez. Mais voilà, quand on est à d'autres échelles, la question se pose un peu autrement. Et voilà, c'est l'enjeu, l'a dit Michel, c'est vraiment une fois qu'on arrive dans les périodes de gelée, si le matériau vient juste d'être mis en œuvre, vu qu'il est gorgé d'eau, il est très sensible au gel. Après, une fois qu'il est mis en œuvre puis sec, une fois que l'eau elle est évaporée, il passe très très bien les périodes de gel, mais il est sensible à ce moment-là de la mise en œuvre, une fois quand les mortiers sont tout frais, etc. Donc nous, on a fini la construction en décembre, on a eu de la veine qui gèle pas immédiatement. Et après, il y a eu gel et intempéries, et donc on voit vraiment un peu la surface. Alors, c'était pas grave pour nous parce qu'après, on travaillait avec un enduit terre dessus. Donc, les petites parties qui poudraient ou qui farinaient, elles étaient complètement reprises par l'enduit terre, qui est la même matière vraiment qui vient se fusionner vraiment avec la maçonnerie terre crue. Mais voilà, c'est des temporalités à intégrer dans les plannings de chantier. C'est important d'être en bonne entente aussi du coup avec son maître d'œuvre quand on est entreprise, parce que voilà, que ce soit vraiment compris que en général, quand on s'aventure un peu trop loin sur cette question à braver les intempéries avec la terre crue, on finit par perdre du temps parce que s'il faut défaire, parce que voilà, il faut vraiment respecter cette nécessité de travailler hors gel et de protéger les ouvrages le maximum possible. Ouais. C'est assez exigeant à ce niveau-là. Et après, pour protéger les stocks, moi, ici en Île-de-France, du coup, on fait livrer les chantiers. On a rarement de la place au pied du chantier pour entreposer la matière. Donc, la matière est souvent en big bag. Donc, elle arrive de la briqueterie qui, elle, a tous les je dirais, l'espace nécessaire pour la maintenir au sec. Voilà, ça passe par du transport tout de même. Ici en Île-de-France, souvent on est confronté à ça parce qu'il n'y a pas l'espace à pied d'œuvre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, moi j'en ai encore une alors. Donc, question pour tous les deux, avec peut-être un peu plus pour Michel, puisqu'elle est plus locale. Il y a quand même ici des territoires avec beaucoup de problématiques de retrait-gonflement d'argile. Donc, ça veut dire qu'on a quand même de la matière aussi sous les pieds. Comment est-ce que tu vois la méthodologie de la construction de terre pour ce type de territoire? Est-ce que d'après toi, c'est
quelque chose de complètement adapté? Est-ce qu'il y a des challenges particuliers sur ce type de terrain? Comment toi, tu l'as abordé? Comment tu le vois, toi, maintenant, avec l'expérience que tu as accumulée? Disons que l'avantage des maisons en terre, en épaisseur, si tu veux, c'est qu'elles sont lourdes. Ça fait une masse. Donc, le problème de l'argile qui fait du retrait gonflement, c'est si on construit un truc trop léger, il va monter avec quand il pleut, il va descendre quand ça sèche. Si on construit le lourd, ce problème est moins important. Après, c'est toujours pareil dans toutes les constructions comme ça, il faut bien maîtriser le drainage. Mais moi, pour moi, j'ai un problème avec les géologues et les bureaux de contrôle, c'est que en faisant systématiquement un drain sur les murs, on demande à l'eau de venir contre le mur. Et donc là, à ce moment-là, l'eau se mélange avec la terre et l'argile gonfle et se dégonfle. Donc là, moi, par exemple, pour le bureau, j'ai une partie qui est enterrée. J'ai construit directement le mur contre terre, parce que justement, pour ne pas avoir ces effets de différence de volumétrie de la terre, et j'ai pas mis d'étanchéité, j'ai rien fait du tout, et ça marche parfaitement. J'ai aucun problème d'humidité et j'ai aucun problème de modification de la terre alentour, quoi. Et ça, c'est encore à discuter avec les bureaux d'études, avec les bureaux de contrôle, avec les assurances, etc. Parce que j'ai fait après, j'ai fait une construction totalement classique par ailleurs. J'ai demandé aux géologues d'accorder ce type de réalisation, de construire les murs contre terre pour pas que l'eau vienne se mettre derrière, et j'ai pas réussi. On a bataillé avec le maître d'ouvrage un peu, etc. et j'ai pas réussi parce que ils ont des critères qui disent il faut drainer. Donc, j'ai eu même des absurdités avec des géologues qui m'ont demandé de drainer le dessous de la fondation. C'est-à-dire que si on draine le dessous de la fondation, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a l'eau qui arrive sous la fondation et après la fondation, elle monte et elle descend. Donc là, il faut arriver à trouver, je sais pas, des bureaux d'études, des tas de gens qui vont un peu à l'encontre de ces idées reçues où il faut systématiquement drainer, quoi. Il faut drainer, bien sûr, mais d'une certaine façon, quoi. Faut pas, voilà. Donc ça, il y a des thèmes à aborder, mais faut que ça avance, quoi. Mais ça, il n'y a qu'avec des expériences qu'on peut y arriver. Donc c'est pour ça qu'à travers mes petites constructions que je fais des expériences aussi, hein. J'essaie de voir, j'essaie de rectifier, quoi. Et toi, Frédéric, est-ce que tu as un avis aussi là-dessus par rapport à ces problématiques-là? Sûrement que tu les as rencontrées, peut-être pas ici, dans cette région, mais peut-être ailleurs. Ouais, je ne me suis pas directement confrontée à des sites où il y aurait vraiment cette thématique du retrait-gonflement. Ici, on a plus des questions sur le poids des bâtiments par rapport aux lieux qui sont avec le gypse, avec les gypses antidéluviens qui peuvent s'effondrer. Mais ce que disait Michel me renvoie à la question de la formation et puis de la formation à travers l'expérience. Effectivement, il y a ce côté de l'observation qu'on a de plus en plus de mal à avoir quand les études se détachent du terrain. En fait, tout ce qu'on a évoqué, ça se passe bien dès lors qu'on est en connexion vraiment avec l'observation du terrain. Cette histoire du retrait-gonflement, on peut se l'approprier très vite. Quand on a manipulé de l'argile, on comprend tout de suite comment ça va réagir. Si j'avais quelque chose à dire, ce serait vraiment une invitation à ce que dans les études, que ce soit d'ingénierie ou d'architecture, on ait cette phase manipulatoire. Oui, c'est vraiment ce côté expérimental de plonger dans la matière, parce que des matériaux, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, une fois qu'on a compris comment fonctionne le bois, comment fonctionne sur le plan naturel, sur le plan hygroscopique, la terre. Enfin, après, on peut bien avoir des bonnes réflexions. Voilà. On a besoin vraiment de se nourrir de cette perception, de cette connaissance des caractéristiques des matériaux naturels dans le projet pour bien concevoir. Ouais. Je trouve que ça passe par l'expérience physique. Et
ouais, ça transparaît vraiment dans ce que dit Michel. Et puis moi, c'est vraiment. Après, je le vois aussi en formation avec les personnes que je forme. Et après, une fois qu'on a fait quelques reformulations, une fois qu'on a vu l'argile complètement craquer sur un enduit, par exemple, parce qu'elle est trop pure, elle est trop grasse, ou un enduit trop gras, on regarde ce que ça fait. On comprend tout de suite vers quelle consistance on doit chercher, quoi. Comment on doit l'amaigrir avec de la fibre, avec du sable. Ça devient des logiques réflexes. Et il faudrait vraiment, voilà, toute la partie bureau d'études, bureau de contrôle, vraiment arriver à immerger tous ces acteurs de la construction à un moment donné dans le terrain, dans vraiment les regarder. Voilà, c'est un peu la difficulté. Je pense qu'en tant qu'architecte, il y a un rôle majeur à ce niveau-là, enfin, vraiment de faire atterrir toutes ces connaissances, tous ces savoir-faire. On sent cet appel dans ce que vous dites, de l'appel à faire avec vraiment ce qu'il y a sur place, à essayer de rester très, très droit sur cette éthique de on fait au maximum avec ce qu'on a sur place. Donc c'est vrai que les expériences que vous nous montrez tous les deux avec la terre qui est vraiment utilisée au maximum dans l'ensemble des corps d'État, c'est sûr, ça doit être grisant de pouvoir arriver à ce type d'expérience. Et ce que je voulais vous demander, c'est dans le cas où par exemple, dans le cas qu'évoquait Maria-Theresa, je crois tout à l'heure, par exemple, un terrain, il y a de la terre, on envisage de le faire, et puis finalement, les complexes sont tellement énormes qu'il y a des arbitrages qui sont faits, puis on oublie la terre pour le gros œuvre, etc. Une fois qu'on en est là, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser la terre pour le second œuvre aussi? Est-ce qu'il y a, quel est votre retour d'expérience sur juste, je dirais, l'aspect second œuvre? Entre la matière qui peut être disponible, son utilisation, peut-être le coût en temps et en main-d'œuvre aussi pour le mettre en œuvre. Comment se place le curseur là-dessus pour vous dans ce type de situation? Pour le second œuvre, c'est un peu plus difficile parce qu'on s'attache déjà au problème de finition. Et le problème, c'est que les clients, dès qu'il y a une fissure, une micro-fissure, ça pose problème. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à essayer de laisser les matériaux bruts pour pas qu'il y ait ce type de problème. Mais après, sinon, pour moi, il faut utiliser au maximum tout ça à l'intérieur. Mais je suis toujours un peu réticent par rapport à ce que les gens vont réclamer derrière. Enfin, moi, je parle par rapport à des clients qui achètent des appartements, qui achètent une maison, etc. Pour l'instant, il n'y a pas cette culture du naturel qui évolue, qui bouge, Voilà. C'est difficile, ça, à gérer. J'ai eu plusieurs cas sur les chantiers où à la fin, sur un mur qu'on avait fait, je crois, en chambre et chaud, par exemple, on a fini par mettre un BA13 dessus pour cacher la micro-fissure qui gênait les gens, quoi. Ce qui est complètement ridicule, mais ça, c'est pour répondre à des demandes bien précises des clients. Alors, je pense qu'avec ce qui se passe, avec l'écologie, etc., je pense que les gens vont être plus ouverts à ça. Et pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas du béton, c'est pas bon, quoi. Est-ce que tu as le même retour d'expérience, Frédéric, dans ton activité un peu plus spécialisée en enduit terre, justement? Ouais, moi, j'ai deux formes de, comment dire, j'ai deux situations complètement antagonistes qui se présentent tout le temps. C'est soit des personnes qui sont déjà très sensibilisées au sujet et donc qui vont vers ça parce qu'elles sont déjà convaincues, elles ne se sentent pas de le faire elles-mêmes et voire elles sont capables même de mettre la main à la pâte sur leur propre chantier. Donc ça, on va dire, c'est des gens qui ont déjà été vers le matériau, qui sont justement par rapport à ce que disait Michel, ils sont dans l'acceptation par rapport au fait que voilà, le bâtiment évolue, bouge un peu. Voilà, plus c'est construit en matériaux naturels, hein, plus ça évolue avec les saisons, avec le terrain. On parlait du retrait-gonflement, voilà, c'est vivant. Donc, avec ces personnes-là, c'est un grand plaisir de pouvoir venir et aborder le chantier en cohérence avec eux, en leur transmettant aussi les savoir-faire qu'ils ont envie d'acquérir par rapport à l'entretien de leur propre bâti. Bon, ça, c'est un peu des moments privilégiés et tout, mais après, c'est vrai que tout le reste du temps, et notamment avec la commande publique aussi,
c'est hyper délicat. Donc, en fait, tous les acteurs, moi, je repars toujours, je m'assure que toutes les personnes sont conscientes. Je fais beaucoup d'échantillons, de petites maquettes, en fait, avec ce qu'on va obtenir par la suite, pour dire, voilà, ça va évoluer comme ça. Parfois, on fait un corps d'enduit qui est assez argileux, assez fibré, pour ensuite venir mettre une finition par-dessus. Ce corps d'enduit, on essaie de le faire au maximum en terre de site. Donc, des fois, les terres ont une couleur pas forcément très attrayante. Et puis, on peut les laisser légèrement fissurées. C'est bon signe. On les fait un peu plus argileux pour qu'ils s'accrochent parfaitement. Et une légère fissuration sur tout l'ensemble, c'est normal. Après, la finition vient combler tout ça et on peut arriver à des choses très lisses. Mais l'acceptation de cette phase du corps d'enduit qui fissure un peu, c'est vraiment... toujours prévenir, ça va fissurer un peu, c'est normal. À la suite, on a un autre enduit qui vient dessus, qui vient lui parfaitement lisser l'ensemble. Ça gratte un peu des fois. Même ceux qui sont bien prévenus et qui ont vu l'échantillon et qui savent comment ça va se passer. Donc, c'est une acculturation, hein, c'est vraiment, on revient. Moi, je pense que souvent, quand ça bloque, c'est que l'intérêt n'est pas compris. L'intérêt d'avoir un matériau sain, sans émission de COV, dans un intérieur, voilà, quand on parle de seconde œuvre, hein, c'est ça hein, pour moi. Hein. C'est en fait le matériau qui est en relation avec notre corps, le plus directement, on va dire, de quoi il est constitué. Voilà, l'argile, c'est vraiment ce qu'il y a de plus inerte et vraiment de plus... Même, voilà, j'en ai pas beaucoup parlé, mais finalement, ces qualités de régulation de l'hygrométrie, si on disait que ça fait des espaces très, très frais, comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment ces transferts de vapeur d'eau dans la matière. Donc, on a un espace qui est toujours bien balancé, bien équilibré en termes de vapeur d'eau. Et ça, c'est très bon pour la santé. Donc, très favorable. Donc, c'est un changement de où est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on recherche, ouais, où est-ce qu'on met la valeur en fait, qu'est-ce qui fait qu'un ouvrage est qualitatif. Donc c'est vrai qu'on a, à force de commercialiser des matériaux très, très lisses, et puis on réussit à tous les coups parce que c'est bourré de produits chimiques, et ben, faut qu'on revienne vers des choses où on a une acceptation. Voilà. Mais je ne suis pas en train de dire que parce qu'on travaille en terre, ça fissure ou quoi. En fait, on peut vraiment faire des très bons ouvrages, mais ça demande une grande cohérence entre la préparation des supports et cette finition qu'on va mettre par-dessus. Et dès qu'on va s'écarter en fait, de ces compatibilités, on va risquer les désordres, etc. Donc, je pense que ça se prépare bien en amont. Et quand on est donc, archi et qu'on s'aventure sur un projet, puis que du coup, structurellement, ce n'est pas envisageable, mais qu'on veut le faire en seconde œuvre, préparation des supports, la bonne préparation des supports peut vraiment favoriser une finition durable dans le temps et bien mise en œuvre qui va apporter toutes ces qualités à l'intérieur. Ça, ouais, sans problème. J'ai juste une petite anecdote là, sur ce genre de choses. Il y a 20 ou il y a plutôt 30 ans même, j'ai refait des façades à Péonne dans la RPI. On a refait toutes les façades d'une place et on avait étudié à l'époque un liant qui était de la chaux et du plâtre. Pourquoi du plâtre? Parce que à côté, il y avait une plâtrerie et du coup, tous les enduits étaient faits comme ça à l'époque. Donc, on avait fait ça très correctement, très bien. Les gens étaient sceptiques et qu'est-ce qu'ils avaient fait mieux? Ils avaient pris des boules de pétanque, ils jetaient les boules de pétanque sur la façade pour voir si elle était solide. Voilà. Donc, le résultat, c'est que finalement, on a eu des impacts de boules, mais c'est tout ce qu'il y avait. Après, 30 ans après, les façades sont nickel. Quoi. Mais bon, les gens, ils n'ont pas confiance. C'était le béton et le béton. Ouais. Bah, là, quand on a travaillé à Paris Habitat, en plein milieu Enfin, voilà, c'est les logements sociaux. Et puis, donc, on avait, on va dire, ces 200 foyers qui passent. Enfin, voilà, il y a 200 logements. Donc, il y a 200 foyers qui passent régulièrement, par exemple, qui viennent utiliser le bâtiment. Quoi. Donc, on a eu d'abord beaucoup d'hostilité et ensuite beaucoup d'acceptation. C'était très bizarre. En fait, au début, c'était ah, mais pourquoi vous construisez avec ça? Là, ça ne va pas le faire.
ça va pas tenir et tout. Et puis après, il y a eu le passage à quelque chose d'extrêmement sympathique, c'est-à-dire, ah, c'est l'échelle, ah, c'est sensible, ah oui, ça me rappelle tel endroit, ah ouais, en fait, ça tient, en fait, ça tient. Et puis, la confiance qui revient, et finalement, ce bâtiment, enfin, ce que disaient toujours les gens, se disent, ah, finalement, on dirait que ça a toujours été là. Moi, j'aime bien, moi, ce retour-là, de ça a toujours été là. Ça veut dire que l'intégration ne pose pas question, quoi. On n'est pas, interpellé, qu'est-ce que ça fout là? C'est une fois que c'est construit et que voilà, la végétation a repris sa place autour, hop, ça vit et ça se transforme. Sur le local des vélos, dans une cour d'école, les gamins ont fait des dessins à la craie sur les enduits en terre. Du côté de la cour d'école, ils arrivent à choper les craies dans la salle de... Voilà, enfin, c'est pas une dégradation du bâtiment en soi, hein. L'enduit, il fait 1,5 cm. Il s'en fout des dessins à la craie. Et voilà, ça fait sa vie aussi bien qu'un autre parement qui aurait été tout autant attaqué par les enfants. donc voilà, c'est pas spécialement sensible. Après, je crois qu'effectivement, il faut montrer aux gens ce qui se passe. Moi, j'ai aussi une autre anecdote. J'ai des clients que j'avais d'avant et quand j'ai fait mon bureau, ils ne comprenaient pas que je fasse mon bureau en terre. Ils disaient, ça ne tient pas, c'est pas bon. Et mon plaisir, c'était quand ils sont revenus, ils ont dit, ah, tu as mis la climatisation. Et voilà. Et j'avais pas mis de climatisation du tout, sauf que c'était climatisé naturellement. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est très important, d'avoir le retour des gens sur ce qu'on fait. Il y a un autre truc aussi qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, avec les enduits de terre, par exemple, là, à l'école, je montrais carrément aux maîtresses d'école et tout, comment, avec un coup d'éponge, on peut restaurer les enduits, en fait. Donc, ils ont gardé un peu de matière sur place, et en fait, avec un coup d'éponge, on peut restituer un enduit très rapidement. Et c'est... Finalement, c'est assez rare, quoi. Il n'y a pas d'autres liens qui nous permettent de faire ça quand on doit faire des reprises sur des enduits au plâtre ou à la chaux. Bon, il faut tout de suite, après, repasser une finition dessus. Là, à la terre, on peut... Voilà, si on a fait un percement, un trou, quelque chose comme ça, hop, on remet un petit peu d'argile et puis on tamponne avec de l'eau. Et puis, alors ça, c'est vraiment... finalement, ces matériaux qui semblent un peu plus lointains, c'est le plus facile à réparer. Moi, je trouve que dans l'espace domestique, dans l'espace de la maison, c'est le matériau par excellence, quoi. Celui qu'on peut, quand on n'est pas expert, qu'on peut toucher avec les mains et on va pas s'intoxiquer, voire on peut induire avec ses enfants, quoi. Il n'y a pas de distance, en fait. C'est le plus facile à réparer. On peut le faire soi-même et il n'y a pas besoin d'autre chose que de l'eau. Un peu de terre et d'eau. Parfait. Eh ben, en tout cas, merci pour avoir partagé toutes ces belles expériences. Et je demanderai juste le mot de la fin à Michel. J'ai une question pour toi, Michel. Est-ce qu'on dit poudingue ou on dit pudding? C'est une bonne question, je ne sais jamais. Parce que je me demandais. Donc, on va dire qu'on est dans le sud, on va dire pudding. Voilà. C'est plus classe. Comment tu dis alors? Le pudding ou pudding? On a un mix, on dit le pudding. D'accord. Bon, en tout cas, merci à vous deux pour tout ça. Merci aussi à tous les participants qui ont assisté. Catherine, j'imagine que tu vas nous envoyer un petit récap de tout ce qu'on s'est dit et tout ce qu'on a vu. Oui, les présentations, les coordonnées, les liens du site, vous aurez tout demain. Super. Et merci encore à tous. Et puis, pour les membres du SACA, à très bientôt pour le prochain jeudi du SACA. Et je rends l'antenne.